d'investissement qui a réuni depuis lundi plusieurs chefs d'État africains et de gouvernement. Le président hôte Barack Obama a promis un investissement direct de 33 milliards de dollars américains. Deux autres sujets ont fait l'objet des débats, le renouvellement de l'AGOA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le continent africain, ainsi que la propagation du virus Ebola. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial présent à ces assises. Alors, Jean-Marie Kassamba, dites-nous quelles sont les recommandations qui ont été prises à l'issue de ce sommet. Le président Obama, dans son discours de clôture, recommande aux États africains non seulement de privilégier les trois options qui ont été levées dans ces forums, c'est premièrement le développement économique, surtout avec le partenariat avec le pays africain, qui doit se faire essentiellement sur la bonne utilisation des matières premières et surtout la lutte pour préserver l'environnement. Deuxième option, c'est la lutte contre le terrorisme, notamment avec les situations du Nigeria, du Cameroun, du Sud-Soudan, mais également du Kenya, avec une synergie entre les pays. Et puis, troisièmement, la consolidation de la sécurité, notamment dans la région du Grand Lac, avec les instruments de démocratie, c'est-à-dire la société civile qui doit être écoutée, mais également une gouvernance basée sur la transparence. Que peut-on retenir alors de l'intervention de l'Afrique à ces assises? L'Afrique est venue dire ici son point de vue par rapport aux réalités du terrain. Ça fait très longtemps que dans le milieu américain, on a toujours pris l'Afrique comme un pays, un seul, alors qu'il y a 54 pays, comme l'a dit le président Macky Sall. Dans chaque pays, il y a des réalités, il y a des avancées, et beaucoup de choses ont été faites qui doivent être considérées maintenant par les Américains. La RDC a expliqué, par exemple, que la situation économique a connu beaucoup de développement, donc il faut une présence effective sur le terrain, non seulement des entreprises américaines, mais également une très bonne analyse du leadership américain, de sorte qu'il n'y ait pas une confusion avec des solutions qui peuvent être copiées du Maghreb jusqu'en Afrique du Sud. Avant de finir, Jean-Marie Kassamba, on le sait, quelques opposants congolais sont présents à Washington. Ont-ils participé à la clôture du sommet? À part la participation de l'opposition au forum parallèle, il n'y a pas eu beaucoup de présence ici, notamment de ceux qui sont venus, Vital Kamerhe, Martin Fayulu et Kankou. Donc, le sommet a donné plus la place au partenariat et à l'analyse des situations réelles du continent africain. Merci Jean-Marie Kassamba pour ces informations. Vous êtes notre envoyé spécial depuis Washington. Et après ces assises, sachez que le chef de l'État congolais Joseph Kabila s'est entretenu avec différentes personnalités, notamment les sénateurs américains. Et entre-temps, le gouvernement américain exige un désarmement rapide des rebelles rwandais et des forces démocratiques pour la libération du Rwanda au plus tard à la fin de l'année 2014. L'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Russ Feingold, l'a affirmé mardi lors du sommet USA-africain. S'il y a un désir légitime d'FDLR de se rendre, on essaiera de voir si c'est vrai et ces redditions doivent se produire rapidement. Un ultimatum chaud pour ces FDLR qui doivent d'ici la fin de l'année en cours se désarmer totalement et définitivement. Aucune justification ne leur serait accordée en ce qui concerne des négociations politiques pour leur démobilisation. Les États-Unis estiment que pour les FDLR, l'option militaire doit non seulement être envisagée, mais qu'elle doit être prête à être lancée pour établir totalement la paix qui petit à petit retrouve la RDC. Selon Russ Feingold, des dirigeants des pays de la zone devraient se rencontrer aux Nations Unies demain jeudi pour voir comment procéder face aux problèmes que posent les FDLR. Le site de la radio onusienne indique que les FDLR avaient promis de se rendre au 30 mai, mais à peine 200 combattants seulement ont rendu leurs armes pendant que les autres sont attendus. Rappelant que lundi dernier, le secrétaire d'État américain John Kerry a salué les efforts fournis par le président de la RDC, Joseph Kabila, pour régler les problèmes des groupes armés qui opéraient dans l'est de la RDC.
Et au sujet de l'arrestation du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Jean-Bertrand Ewanga, pas question de spéculer car la bonne information a été livrée par le procureur général de la République qui a en outre confirmé que le détenu est en résidence surveillée et non au CPRK. Il a été arrêté, vous le savez, au lendemain d'un meeting organisé à Kinshasa par plusieurs partis de l'opposition pour protester contre le projet de révision constitutionnelle. Mais le message s'est converti en des propos injurieux et incitation à la haine. Au départ, un meeting pour protester contre le projet des révisions constitutionnelles, ce ne sont plus que des injures qu'on a pu entendre lors de ces rassemblements de l'opposition. Après autant de propos d'incitation à la haine, le député national UNC, Jean-Bertrand Ewanga, a été arrêté puis déféré devant la justice pour un procès en flagrance. Et depuis, des rumeurs sont allées dans tous les sens. Remettre les pendules à l'heure, c'est pourquoi le procureur général de la République a réuni la presse. Nous poursuivons M. Ewanga sur base de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 28 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes pour offense à chef d'État. Ces faits sont définis et punis par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963. Nous les poursuivons également pour l'incitation à la haine tribale ou raciale, telle que définie et punie par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 66-342 du 7 juin 1966. De l'arrestation à son déferment devant la justice, aucune disposition n'a été violée, et selon Floribert Kabange-Numbi. Une infraction flagrante, c'est une infraction qui vient de se commettre. On n'a donc pas violé ces dispositions auxquelles vous faites allusion. Le procureur général de la République a en outre confirmé que Jean-Bertrand Ewanga est bel et bien en résidence surveillée et non au CPRK. La décision finale viendra de la Cour suprême qui déterminera son sort. Rendons-nous à la primature. Une journée chargée pour le chef du gouvernement. Matata Ponyo a échangé tour à tour avec le représentant résident ad intérim de la Banque mondiale, le directeur pays d'IFID, ainsi que l'évêque de Kenge. Avec Alexandre Dossou, il était question de savoir comment avancer sur les grandes décisions, tandis qu'avec Joy Ucheon, du partenariat entre la RDC et son organisme d'IFID. Enfin, avec Monseigneur Gaspard Modiso, les deux personnalités ont parlé de Boukan Alonso. Vous savez, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de points qui ont fait l'objet de préoccupations particulières. Nous avons le barrage Djenga 3, nous avions eu le parc agro-industriel, nous avions également tout l'ensemble du portefeuille qu'on avait avec la République démocratique du Congo, qui était quand même un portefeuille assez varié, un ensemble de 3,5 milliards. Donc ce sont sur l'ensemble de ces points-là que nous avons essayé de voir comment nous avons avancé, parce que les préoccupations sont urgentes. La République démocratique du Congo intéresse la Banque mondiale. Il y a peu, le vice-président de cette institution, Maktar Diop, était en visite de travail de 4 jours. Aujourd'hui, les deux parties réfléchissent déjà sur la concrétisation des différents projets. Le même jour, toujours à la primature, Matata Ponyo s'est entretenu avec Joy de DFID. Il était question de la mise en œuvre des programmes liés au développement. C'est ce qui nous a permis de mettre en œuvre un certain nombre de programmes très importants dans le secteur du développement, notamment l'assainissement, la police et l'eau et d'autres secteurs. Et j'ai confirmé au Premier ministre que DFID, c'est-à-dire la coopération britannique, et la RDC demeurent des partenaires très engagés de la RDC. Un Congolais tout de même au cours de cette journée plutôt chargée pour le Premier ministre. Il s'agit de Monseigneur Gaspard Modiso. Les deux personnalités ont échangé sur les parcs agro-industriels de Boukan Alonso dans le Bandundu. Le Bandundu qui a été choisi, comme vous le savez, c'est une région plutôt agricole justement, et qu'on développe l'agriculture. Ça c'est certainement une très bonne chose, parce que
nous vivons de l'agriculture. Et si on peut avoir la possibilité d'intensifier ce secteur-là, ce ne sera que pour le bien de notre population. Ainsi se termine cette série d'entretiens à la primature. Reste plus qu'à espérer qu'au-delà du protocole, ces audiences profitent à la nation congolaise. Autre titre en bref, au Nigeria, l'on compte une deuxième personne morte du virus Ebola, dont une infirmière sur les 7 cas détectés. C'est le gouvernement nigérian qui l'a annoncé ce mercredi. Selon le ministre nigérian de la Santé, l'infirmière décédée s'était occupée du cas mortel d'Ebola, Patrick Sawyer, un Libérien mort fin juillet. Il avait contracté le virus par sa sœur. Le ministre a par ailleurs indiqué que 5 autres cas sont actuellement en isolement à Lagos. Et en Centrafrique, la démission du Premier ministre centrafricain André Nzapaeke a été officialisée. Il aura tenu un peu plus de 6 mois au poste de Premier ministre de transition. Nommé le 25 janvier par Catherine Samba-Panza, il a démissionné mardi, une décision prise officiellement pour faciliter la mise en œuvre de l'accord signé il y a une semaine à Brazzaville. Il y a à peine 2 semaines, les représentants de notre peuple ont élu une nouvelle présidente. 6 mois après son arrivée à la tête du gouvernement, le Premier ministre André Nzapaeke quitte son poste. Une décision prise après la rencontre à Brazzaville entre les dirigeants du pays et les belligérants. Le Premier ministre ne pouvait pas rester, explique un conseiller de Samba-Panza. La décision a été prise pour donner un nouveau départ à la transition. En plus, il faut tenir compte des aspirations des uns et des autres. Son successeur devrait bientôt être connu et la communauté internationale presse pour que cela soit fait au plus vite. Selon l'entourage de Catherine Samba-Panza, les partis politiques, la société civile et les représentants religieux vont être reçus dès demain. Pour une source diplomatique, le gouvernement devait être largement remanié et élargi. Des ministères vont être divisés pour satisfaire tout le monde. Ouvrant notre page sportive à présent, sachez que le nom du sélectionneur principal des Léopards seniors de l'RDC ne sera pas connu avant le 7 septembre prochain, date à laquelle débutent les éliminatoires de la CAN Maroc 2015. C'est la précision donnée ce mercredi par l'un des vice-présidents de la Fédération congolaise de football, l'association Roger Bokanyanga Bondembe, qui, à l'occasion, a tenu à faire le point sur l'enveloppe salariale du futur patron de l'équipe congolaise. 18 000 euros, c'est le montant plafond du gouvernement congolais mis à la disposition de la Fédération congolaise de football association en vue de la conquête d'un sélectionneur de Léopards de la RDC. Et est-ce que la fédération entretient-elle un désaccord avec l'État congolais à ce sujet? Non, rétorque Bobo Bondembe. Les staffs techniques dépendent de la fédération sur le plan administratif et technique, tandis du gouvernement sur le plan financier. Et le gouvernement a déjà fixé les plafonds pour l'entraîneur principal qui est de 18 000 euros. Et sur base de ces plafonds-là, nous sommes en train de chercher qui va prendre, qui acceptera de les prendre. Donc, à ce qui concerne la fédération, il ne se pose aucun problème parce que c'est le gouvernement, c'est le plan, comme je dis, c'est le plan financier qui est le patron. Le gouvernement dit, moi j'ai 18 000. Nous allons contester ces 18 000 euros pour voir qui acceptera. Une enveloppe salariale donc en dessous du montant que touchait le technicien français Claude Leroy. Ainsi, la RDC devra donc se contenter d'un entraîneur qui acceptera cette somme. Ce n'est pas l'argent d'un membre du comité exécutif ou de qui que ce soit. Donc, c'est d'abord l'entraîneur. On vous dit, nous avons tel montant. C'est le gouvernement qui fixe. Comment une fédération peut imposer au gouvernement, non, nous voulons ça? Non. Je dis, si le plan financier, si le gouvernement dit 18 000, on cherche. Et si on ne trouve pas, il y a des Congolais qui peuvent diriger l'équipe nationale. Donc nous ne voyons pas pourquoi on doit toujours parler. Non, l'équipe nationale n'a pas un entraîneur, un titulaire, oui, mais il y a des entraîneurs. Ce qui est sûr, l'équipe congolaise devra entamer les éliminatoires de la CAN Maroc 2015 avec à la tête l'entraîneur de la SC Club, Flora Ibenge Yukwange. Et d'ailleurs, une tendance nationale se dégage peu à peu. Il y a aussi une tendance qui veut que ce soit un entraîneur national. On ne sait pas encore prononcer, mais jusque-là, il est responsabilisé et comme étant le seul, parce qu'il ne doit pas attendre pour faire son programme. J'ai cru comprendre qu'hier, il devait publier sa liste de présélection.
Je crois que c'est sorti avec son programme. Il a déjà fait des programmes, donc on fait avec juste une nouvelle autre.